Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ce qui est sorti dans la presse au sujet du PSG ces dernières heures, en attendant les officialisations par le club lui-même qui devrait plus tarder concernant les joueurs, un peu plus pour l'entraîneur puisque la garde à vue de Christophe Galtier qui s'est trouvé au poste au milieu des émeutiers devrait retarder l'accord qu'on attend encore pour les indemnités de licenciement et donc l'officialisation de Luis Enrique. Galtier qui sera déféré devant un juge le 15 décembre prochain. On espère que justice sera faite dans cette affaire. Et pour ceux qui se demandent, non, on ne peut pas le virer pour faute grave et ne pas lui verser les indemnités de licenciement puisque tous les faits présumés auraient été commis du temps de son passage à l'OGC Nice. Donc évidemment, nous, on n'a pas grand-chose. Peut-être son incompétence, peut-être le fait qu'il ait fait des courbettes devant Lionel Messi, ou alors des faits de harcèlement sur Hugo Ekitike, puisqu'il faisait que d'hurler Hugo, Hugo à chaque fois qu'il était sur le terrain. Tout ça est assez mince pour le virer pour faute grave. Bref. Revenons aux informations, parce que l'entraîneur, on connaît l'issue, il faut juste l'officialisation. Nous sommes le 1er juillet, on a donc tous les retours de prêt, Wijnaldum, Icardi et tout ça, tous les lofters, et pour eux, ça se bouscule pas. On a eu une info concernant Renato Sanchez. Hier, Di Marzio, spécialiste du mercato en Italie bien évidemment, qui a placé notre joueur dans le viseur de la Roma en plan B de Fratesi, qui serait donc la priorité pour eux, et s'ils n'y arrivent pas, ils se rabattraient sur lui. Sachant que leur plan A quand même beaucoup de clubs sur lui, la Juve je crois, l'Inter aussi, ça va être une concurrence assez féroce, voilà. Quand on voit l'Inter par exemple donner 6 millions de salaire à Marcus Thuram, Renato, lui, a tout de suite fait un tweet avec les pastilles rouges et bleues et un soon, donc confirmant qu'il veut être là la saison prochaine au PSG. Personnellement, mon avis, j'aime beaucoup le joueur. Évidemment que de nos milieux de terrain aujourd'hui, c'est celui qui va le plus facilement au duel, qui en gagne le plus. Malheureusement, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il est sur le terrain. Là, pour la saison prochaine, on peut avoir de l'espoir, parce que c'est difficile de faire pire que cette saison en matière de blessures. Je pense qu'il peut que faire mieux, à moins qu'il se fasse les croisés. Voilà, on peut pas faire pire. Mais dans tous les cas, si on peut faire opération blanche, le revendre au prix qu'on l'a acheté, je fais partir. Tout simplement, je fais pas de sentiment, même si le joueur est ultra talentueux. Plus tard dans la vidéo, on va parler de Joao Félix. Le talent, ça ne fait pas tout. Et encore une fois, je le répète, Luis Campos, 50 contrats pour Renato Sanchez, alors que personne ne connaît mieux le joueur et ses blessures que Campos et Galtier, c'était de la folie en fait. C'est vraiment... surtout sur un transfert à 12 millions, quoi, pour l'amortissement et tout ça, je l'ai répété maintes et maintes fois, le salaire n'est pas délirant. C'est pour ça que, pour moi, c'est possible de tirer une belle indemnité. Par exemple, Paredes, tu vois filtrer 4-5 millions d'indemnités, tu te dis, pour un mec qu'on a payé littéralement 10 fois plus, c'est une catastrophe industrielle. Mais le problème, c'est que Paredes, il a 9 millions annuels en termes de salaire. Donc le club qui va l'acheter va devoir faire des efforts, lui aussi, s'asseoir sur une partie de son salaire. Alors que Renato, je pense qu'il a 3, 4, 5 au grand maximum. Voilà, on est assez loin de Paredes. Ce qui me gêne le plus, c'est évidemment la durée du contrat. Un sujet à l'ordre du jour, si vous regardez mes vidéos sur Lucas Hernandez, puisqu'on le signe que 3 ans, et j'en suis très content. Bradley Barcola. Alors Fabrizio Romano a eu une exclue pour une fois sur le PSG. Il n'a pas répété ce que les autres médias disent, parce qu'il nous a annoncé cet après-midi que le PSG est donc intéressé par la pépite lyonnaise, au même titre que Leipzig. Voilà. Alors il a rejoint l'écurie de George Mendes, donc c'est plutôt facile de faire le lien et de sortir l'information, puisque Barcola a rejoint l'agence de management de l'agent portugais qui a évidemment ses entrées au PSG, qui est donc le directeur sportif officieux du club, très clairement, ces dernières semaines. À défaut de nous ramener les meilleurs joueurs de son calendrier, de son catalogue, il nous ramène Marco Asensio, par exemple. Quand je parle de meilleurs joueurs, on peut parler de Joao Cancelo, parce que moi, Joao Cancelo, je vous le dis tout de suite, je pense qu'en termes de mentalité, c'est une peste, mais prêt sans option d'achat ou alors avec une option d'achat non obligatoire sur la saison, je fonce tout de suite en fait. Parce qu'à City, la situation aujourd'hui, elle est plus tenable, ils veulent absolument s'en séparer. Mais il y a 2 ou 3 saisons où ça se passe bien en fait. Ça dégénère sur le tard, pas tout de suite. Même si son expérience au Bayern me donne un peu tort, parce que c'est vrai que le staff de Nagelsmann, assez rapidement,
il se retrouve un petit peu sur le banc. Bah, d'ailleurs, contre nous au retour, Stanisic, je lui ai préféré, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe, je m'en souviens plus, j'ai pas vérifié avant d'allumer la caméra. Bon bref, revenons à Bradley Barcola. Visiblement, Luis Campos, au-delà de George Mendes, aime les joueurs de Lyon. Rappelez-vous, l'année dernière, avant de signer Nordi Mukiele, on visait Malo Gusto, 19 ans, pépite lyonnaise, pour mettre un petit peu Achraf en concurrence. Ryan Cherki, cet hiver, bon, là je pense que c'est plus du fait du clan Mbappé, hein, voilà, que cette rumeur est sortie. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit toujours pas ressorti, vu ses prestations avec les U21, et surtout, vu comment on s'empêtre un petit peu sur ce dossier du milieu droit, avec Bernardo Silva, qui visiblement n'est pas du tout fait, comme on pouvait le penser il y a 1 ou 2 mois. Michael Hollis, comme je l'ai dit, qui s'est blessé. Et donc Bradley Barcola qui sort à ce poste-là. C'est assez logique, il va fêter ses 21 ans en septembre. Il sort d'une demi-saison après la Coupe du Monde très consistante. Et en matière de profil, autant vous dire que je suis très séduit. Voilà. Joao Félix sera le sujet principal de cette vidéo. Joao Félix, j'ai des doutes sur son profil. Là, Barcola, franchement, il y a vraiment un potentiel très important parce que il est très à l'aise au poste d'ailier droit. Il peut jouer second attaquant aussi, mais ailier gauche encore. Il est très percutant déjà, voilà, niveau vitesse, physiquement, éliminer en 1 contre 1, prendre un petit peu les espaces. C'est quelqu'un qui est très fort là-dedans. Bien sûr, vous le savez très bien, pour moi, c'est la grande priorité à ce poste d'ailier droit. Visiblement, Luis Campos n'est pas du tout d'accord avec moi, puisqu'il piste Bernardo Silva, Ryan Cherki, qui sont des joueurs qui demandent le ballon un peu plus dans les pieds, voilà, qui ne sont pas des feux follets un petit peu, comme un Doku, ou Doku, je ne sais pas trop comment ça se prononce, à Rennes. Bon, lui, le problème, c'est qu'il se blesse très souvent, alors que c'est vraiment le joueur dynamite par excellence. Et le problème, c'est vrai que c'est un mec qui est très injury prone. Bref, Barcola centre beaucoup, hein, à ras de terre. Voilà, pas trop dans les airs. C'est là où on peut poser une nuance. Les centres en retrait, à ras de terre, un peu à la Juan Bernat, disons. Sans ballon, ça pareil. C'est quelqu'un qui a un gros abattage physique pour presser, pour se replier. Et en fait, les attaquants, dire qu'un attaquant défend, ça veut tout et rien dire. Parce que tu as les attaquants qui courent des kilomètres, mais qui n'ont pas le cerveau qui suit. Et qui donc, pour couvrir les bonnes zones, pour avoir le bon placement, intercepter des circuits de passe, ils ne sont pas là. Or, Barcola, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui a le cerveau qui suit, et c'est là où vraiment je suis très séduit par ce profil. Après, si on n'a pas de plan très clair avec lui, ça ne sert à rien de le signer. Sur ce genre de jeune, d'ailleurs, la rumeur a été confirmée par RMC Sport, Fabrice Hawkins, Manchester City serait aussi sur ses rangs. Sur ce genre de jeune, si tu n'as pas de plan clair, ça ne sert à rien de le prendre. Ça finira comme Hugo Ekitike, qu'on a recruté pour au final en faire n'importe quoi, le balader sur toutes les zones du terrain, alors qu'on sait très bien qu'il faut le prêter tout de suite. Voilà, Barcola, tu le recrutes, tu le prêtes une saison à Lyon, ou alors à l'étranger pour qu'il aille engranger de l'expérience. C'est le meilleur plan. Voilà, tout autre plan, je serais un petit peu réticent, tout simplement. Voilà, on voit aujourd'hui Ekitike, qui d'ailleurs est un joueur officiel du PSG depuis hier, hein, puisqu'on a donc levé l'option d'achat. Alors Lyon a été mis en sursis par la DNCG, le gendarme financier de la Ligue. Alors ils attendent des documents complémentaires par Textor. Bon, je pense pas qu'ils aient vraiment besoin de vendre. Le joueur est estimé à 18 millions sur Transfermarkt. Parce qu'en réalité, on parle d'un joueur qui a 1600 minutes en Ligue 1, dont 1400 sur la saison qui vient de se terminer. Donc c'est vraiment quelqu'un, et en plus, au début de saison, par exemple, sur le mois d'octobre, il est quasiment pas convoqué dans le groupe. Sur le mois de septembre, il fait 15 minutes maximum sur ses entrées, quoi. Il démarre sur le banc. Par contre, février, mars, avril et tout ça, il démarre les matchs. Il y en a beaucoup qui finissent. D'ailleurs, contre nous, il gagne 1-0, c'est lui qui marque. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a que 6 mois, disons, et 21 ans. 21 ans, c'est pas 18 ans. En septembre prochain. C'est vrai qu'on pourrait avoir des nuances là-dessus. Par exemple, son mauvais pied, le pied gauche, il ne sait pas du tout l'utiliser. C'est un peu comme dit Maria. Donc ça, c'est vrai que c'est handicapant parce que sur les ailiers, c'est vrai que le Graal, c'est avoir un mec qui sait jouer des 2 pieds. C'est extraordinaire d'imprévisibilité. Il doit aussi bosser, comme Laurent Blanc l'a dit, à la finition. Donc voilà, bien sûr qu'il y a des axes de progression, hein, que c'est pas le joueur parfait, mais au niveau du profil, j'aurais de la retenue, mais je suis assez
assez séduit par la piste, qui est donc assez concrète. Matt Moretto, journaliste italien pour Relevo, je crois que c'est un média espagnol, qui avait l'exclusivité du transfert quasiment fait de Lee Kang-in, qui nous a balancé Marcus Thuram. Alors, Marcus Thuram, il y a eu un intérêt du PSG, une offre. Voilà, il avait sur la table Milan AC, PSG, Inter et Leipzig. On le savait tous. Bon, Matt Moretto a été très optimiste pour le PSG. À un moment donné, il nous disait que ça allait se faire. Et puis au final, il s'est un peu planté parce que c'est l'Inter qui rafle la mise. Mais dans tous les cas, concernant le Coréen, c'est lui qui a l'exclu. Et il y a d'autres dossiers que je n'ai pas en tête où il est plutôt bon cet été. Là, il nous dit que Luis Enrique veut Joao Félix. Ça surprend personne de voir le joueur associé au PSG parce qu'à l'Atlético, Griezmann a retrouvé de sa superbe, joue dans les mêmes zones que Joao Félix, qui sort d'un prêt assez mitigé à Chelsea parce que du coup, ils n'ont pas levé l'option d'achat. Il doit se retrouver un club parce qu'il va vouloir partir, bien sûr. Hein, sa relation avec Diego Simeone n'est pas bonne. Et puis surtout, alors là, c'est un joueur qui a besoin de nouvelle ère, qui a signé à l'Atlético. Ça a été une erreur horrible parce que c'est pas du tout un jeu qui lui convient. Alors là, il y est peut-être aussi allé trop tôt, après 6 bons mois à Benfica. Ça a été aussi une pression immense pour lui, parce que le transfert à l'époque, c'est 2019, je crois. 126 millions, c'est clairement surpayé, complètement surcoté. Donc voilà, 20 matchs à Chelsea, pas de passe décisive, 4 buts. Mais, dans le jeu, évidemment, c'est un joueur qui a du ballon. Bon bref, il a un contrat jusqu'en 2027. Donc c'est-à-dire que là, il faut en racheter 4 des années de contrat. C'est quand même beaucoup, parce qu'il a prolongé, je crois, à l'Atlético avant d'être prêté à Chelsea, si je ne dis pas de bêtises. Alors il fait partie de l'agence George Mendes, donc ça, tout ça va faciliter. C'est pour ça que, en plus, c'est une piste qui était sortie en novembre dernier. C'est logique parce que, Luis Campos, George Mendes, tu fais le lien. Et en plus, le joueur, à plusieurs reprises, il a déclaré qu'il adorait Neymar, qu'il voulait former un duo avec lui. Alors, je ne sais pas quel duo il veut former, sachant que les deux sont attirés par les mêmes zones, les deux ont besoin du ballon pour briller, et donc les deux sur le terrain. Bon, perso, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'avoir les deux se marcher dessus. Maintenant, il y a aussi une réalité. Neymar qui joue la moitié des matchs. Et donc, avoir aussi, c'est vrai, un joueur créatif capable de prendre la relève quand Neymar n'est pas là, sachant que Neymar se blesse dans les moments fatidiques de chaque saison et sur des périodes toujours assez longues. Même si là, il a une cheville neuve, même si j'aime pas trop le mot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'excitent un petit peu sur son opération. On va voir. Voilà. Alors, Arthur Perrault pour RMC a démenti l'info de Matt Moretto, puisqu'il a dit que le PSG n'est pas intéressé par l'attaquant. Ce qui est surprenant, c'est que c'est Luis Enrique qui le demande. On sait très bien que Luis Campos, George Mendes, ça suffit pour boucler le deal. Là, Luis Enrique est d'accord. Donc, on a un peu tout de réuni pour que ce soit un petit peu le deal de l'été, où tout le monde au club est d'accord, tout le monde est content, ça y est, on s'assoit à table, on fait péter le champagne et on est content de signer Joao Félix. Maintenant, je suis très clair sur mon avis, prêt sans option d'achat, ou alors option d'achat non obligatoire, ou rien. J'accepte ce format et aucun autre. Pas de transfert. Peut-être qu'on pourra discuter si Neymar et ou Verratti partent. Mais les deux sont partis pour rester. Voilà. Joao Félix, on parle d'un joueur, bien sûr, qui a du football. Je ne remets pas en cause son talent qui est absolument extraordinaire. Hein. C'est un artiste comme on en voit de moins en moins dans le football actuel. Mais si on en voit de moins en moins, c'est qu'il y a des raisons. Le football évolue. Le poste de numéro 10 est un peu en voie de disparition. Voilà, aujourd'hui, le meilleur club pour Joao Félix, c'est peut-être le Milan AC. Parce qu'il joue en 4-2-3-1 et qu'il recherche un numéro 10. Bref, dans tous les cas, toucher de balle exceptionnel pour faire jouer ses partenaires. Les déplacements aussi, la qualité des déplacements entre les lignes. C'est un joueur qui est très très bon pour faire les différences. Voilà, très soyeux. Là-dessus, pas de problème. J'adore le joueur. Hein. Et voilà, seconde partie de saison, j'ai beaucoup plus regardé Chelsea qu'en première moitié de saison. Je pense que voilà, les transferts de Félix et Enzo n'y sont pas pour rien. Parce que c'est vrai que c'est un joueur pour qui tu allumes la télé, tout simplement. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est quelqu'un que tu ne sais pas trop où mettre dans ce football moderne. Moi, personnellement, je le vois comme un faux neuf, qui a besoin d'un pivot à côté de lui. Ailier, je ne le trouve pas assez percutant, peut-être pas assez de lucidité après une course de 20-30 mètres pour être vraiment ultra excentré. C'est quelqu'un qui cherche plus les zones de densité entre les lignes, un peu moins de verticalité. Numéro 10, peut-être aussi. Moi, numéro 10 ou second attaquant de soutien, faux numéro 9, appelez ça comme vous voulez. Relayeur, absolument pas, parce que c'est aussi quelqu'un qui rechigne un petit peu à faire les efforts. Donc, bien sûr, il n'a pas le volume de jeu pour être
relayeur. Les statistiques sont pas extraordinaires, hein, 4 buts en 20 matchs à Chelsea, et donc il est attiré plutôt vers ce côté gauche, où tu as Mbappé, Neymar, Verratti, Nuno. Oui, c'est ton pôle de créativité, c'est là-bas que tout se passe au PSG. Mais il y a embouteillage. Et recruter un joueur qui a un salaire de 10 millions par an pour jouer les remplaçants, puis en plus, on sait très bien que c'est le genre de joueur qui, avec un statut de remplaçant, traînerait vite son spleen, tomberait vite dans la vie parisienne. Je ne suis pas très enthousiaste sur cette piste-là. C'est-à-dire qu'en fait, la priorité n'est pas là. La priorité, c'est pas de faire ce genre de dossier. Pour moi, c'est le genre de truc que tu fais le dernier jour du mercato. Voilà. Au PSG, on sait tous que tout est fait à l'envers. L'année dernière, on attend Milan Skriniar pendant 2 mois, et au final, le dernier jour du mercato, il est paralysé par l'ultime offre pour Milan Skriniar que tu pisses depuis le mois de juin. Bien sûr qu'au PSG, on travaille à l'envers. Mais pour moi, dans un monde idéal, en fait, Joao Félix, c'est une piste qui arrive fin août, quand tu as signé ton numéro 9, quand tu as signé, même j'irais dire ton numéro 9, remplaçant derrière le titulaire que tu recrutes, ton ailier droit percutant, ton milieu top classe mondiale. Là, une fois que ton mercato est fait, tu peux aller voir l'Atlético. Parce qu'en plus, on sait très bien que tu peux être en position de force sur ce dossier. C'est comme Cancelo. Voilà, le joueur veut se barrer, le club veut le faire partir. Il n'y a pas masse prétendant, parce que je parlais du Milan AC, mais le problème c'est que Félix, il gagne 10 millions par an. Et en Italie, les salaires, c'est 5-6 millions maximum. Léao qui touche 5 millions à Milan, je ne suis pas sûr qu'il voit d'un bon oeil Félix arriver et boum, prendre ses 10 millions. Le transfert, pareil. Milan, est-ce que tu les vois mettre, je ne sais pas, peut-être 60-80 millions que l'Atlético demanderait? C'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre la mi-août sur ce genre de dossier pour essayer de gratter le meilleur format possible. En prêt, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on sait qu'au PSG, le salaire, c'est pas un problème. Si on le prend en charge à 100%, je rechignerai pas. Mais pour moi, c'est un peu comme Sancho en réalité. C'est des pistes que j'aime parce que c'est vrai que c'est des joueurs qui me donnent du plaisir. Même si Sancho, à Manchester United, c'est difficile de prendre du plaisir. On est plus dégoûté du joueur qu'autre chose. Joao Félix, on n'en est pas là quand même parce que c'est vrai qu'il y a toujours des moments d'éclat. À Chelsea, même à l'Atlético, hein, il y a eu des moments quand il remporte le titre où voilà, c'est le maître à jouer de ce côté gauche. Tous les mecs jouent pour lui. Il attire tous les ballons. C'est le pôle créatif. Et le problème, c'est que ça dure 4 mois, quoi. Et pas plus. Il n'y a jamais eu de régularité sur une saison complète. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà, le niveau statistique, pareil, au PSG, ça sauve certains joueurs. Les buts que tu mets, par exemple, Carlos Soler, c'est difficile parce que le bilan est catastrophique. Mais la réalité, c'est qu'il te met des buts. Voilà. Félix, 4 buts en 6 mois à Chelsea. Bon, alors, je veux bien que eux aussi, ce ne soit pas l'équipe qui a la production offensive la plus extraordinaire. Mais à un moment donné, tu te dois, et on le sait tous, parce qu'on a regardé les matchs de Ligue des Champions de Chelsea, et on sait très bien que dans le jeu, il était bon, il faisait des merveilles parce que c'est un joueur ultra talentueux, mais que il doit absolument être beaucoup plus tranchant dans le dernier tiers, tout simplement. Voilà, il doit absolument avoir l'influence au niveau statistique escompté pour lui. Voilà. Et la régularité, comme je l'ai dit, sur une saison complète, on ne l'a jamais eu, donc... Ce genre de joueur qui a besoin d'un contexte très clair, très défini, je suis assez réticent. Je suis assez réticent au PSG. Maintenant, si Neymar part, peut-être que ça va rebattre les cartes, mais je ne crois absolument pas à un départ du Brésilien. Et faire partir Neymar pour le remplacer par Joao Félix, franchement, je suis même pas sûr que tu y gagnes au change. Voilà, je préfère garder Neymar plutôt que prendre Félix. Félix que j'adore au passage, hein, vraiment, Félix c'est quelqu'un que j'aime, hein, ne me voyez pas comme un hater, ami portugais. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi être objectif. Et dans ce marasme collectif, même si Luis Enrique nous donne de l'espoir, c'est difficile d'imaginer Joao Félix tirer son épingle du jeu. Lui qui a vraiment besoin d'une équipe qui joue pour lui, d'un rôle très très défini, tu vois. Donc bon... C'est un peu compliqué. Ensuite, Paredes. Alors, DAZN Italie nous a annoncé un transfert imminent à Galatasaray pour 3,8 millions d'euros, mais ça a très vite été démenti en Argentine. Gaston Edoul, qui est très bien informé, qui nous dit que le joueur n'a pas discuté avec Galatasaray. C'est évident. Le mec touche 9 millions par an, ça va être très compliqué. Là, on est dans une situation avec Paredes qui est dure, parce que tu es obligé de le transférer cet été. De l'autre côté, t'as pas masse prétendant, sachant que la Juve n'a jamais pensé à lever son option d'achat sur le prêt. Le joueur, actuellement, il touche 8 millions. Si tu le fais partir cet été, évidemment qu'il ne touchera pas autant, à moins que ce soit l'Arabie Saoudite. Aucun club en Europe, aucun de ses prétendants lui donnera ce salaire-là.
Mais de l'autre côté, si le joueur attend un an de plus, bah, il sait très bien que l'année prochaine, il pourra avoir la prime à la signature et donc un salaire un peu en dessous de ce qu'il touche actuellement, puisque ce sera comblé par une rentrée d'argent d'un seul coup, direct sur le compte en banque, terminé. Mais de l'autre côté, il y a la Copa América à préparer, donc je pense que Paredes y pense, hein, sachant qu'à la Coupe du Monde, il s'est fait bench très rapidement. Je le vois bien quand même avoir quelques ambitions, un peu comme Abdou Diallo avec la CAN et le Sénégal. Pour cette saison, pour cet été, quelques ambitions de rester en Europe, d'avoir un club compétitif, peut-être faire un effort. Mais dans tous les cas, le PSG doit refuser tout, tout format niveau prêt. On ne peut pas prêter un joueur à un an de la fin de son contrat. On est obligé de le transférer. Limite le libérer de son contrat, mais ce serait enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Paredes, c'est quand même 50 millions le 31 janvier 2019, alors que tu voulais... attends, 2019, c'est l'hiver de Frenkie de Jong, hein, si je dis pas de bêtises. Idrissa Gueye aussi, qui était la piste de Thomas Tuchel, et que donc tu vas chercher le dernier jour comme ça, pas parce qu'il a le profil, mais parce que c'est les potes d'Antero qui lui ont sifflé le nom et qui ont besoin d'être un peu rincés sur le deal. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement. J'espère enfin pour parler des officialisations quand même, par les terrains, je sais pas, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio, même si Marco Asensio, plus tard ce sera officialisé, plus heureux je serai, même si heureux c'est vraiment pas le mot, vous avez compris que c'est vraiment la signature qui me hype le moins, je comprends absolument pas, tu vois, quand je vois la piste Bradley-Barcola, je me dis mais pourquoi t'as été prendre Marco Asensio dès le début du mois de juin? Bon bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite, ciao.